À l'été étouffant de 1716, 14 des plus riches propriétaires de plantations de Caroline du Sud se réunirent pour ce qu'ils croyaient être une réunion d'affaires routinière au domaine de Greyfield. Aucun d'entre eux n'en sortit vivant. Ce que les autorités découvrirent 3 jours plus tard défia toute explication. Des restes calcinés disposés en cercle parfait autour d'un immense four à charbon. Les mains liées par des entraves de fer, la bouche bourrée de coton brut. Le seul témoin était une femme esclave nommée Esperanza de Lima, retrouvée assise calmement dans la cuisine du domaine, fredonnant une berceuse portugaise tout en aiguisant méthodiquement des couteaux de cuisine. Lorsqu'on l'interrogea, elle ne prononça qu'une seule phrase dans un anglais approximatif. La justice brûle plus lentement que le charbon, mais elle brûle jusqu'au bout. Les archives coloniales de cet incident furent scellées sur ordre du gouverneur Robert Johnson et restèrent enfouies dans les archives de Charleston pendant plus de 2 siècles. Ce soir, nous révélons l'effroyable vérité derrière ce qui devint connu sous le nom de « massacre de Greyfield », une histoire de vengeance si méthodique et si brutale qu'elle changea à jamais la manière dont toute la colonie considérait ce qu'elle appelait sa propriété humaine. Avant de poursuivre l'histoire d'Esperanza de Lima et de la nuit qui ébranla la Caroline du Sud coloniale jusque dans ses fondations, revenons 15 ans en arrière, dans la ville portuaire animée de Charleston. Nous sommes en 1701. La colonie connaît une prospérité sans précédent, bâtie sur le dos des Africains, réduits en esclavage, qui travaillent dans les plantations de riz s'étendant le long des basses terres côtières. Parmi les planteurs les plus prospères se trouve Edmund Greyfield, colon de seconde génération, dont la famille a arraché un empire de 3000 acres au marécage situé au nord de la rivière Ashley. Greyfield est un homme d'une cruauté particulière, même selon les normes brutales de son époque. Mesurant plus d'1,80 m, doté d'yeux bleu pâle qui semblaient regarder à travers les gens plutôt que les voir, il s'est forgé une réputation d'homme qui brise les esclaves physiquement et mentalement. Sa plantation, connue sous le nom de domaine de Greyfield, est murmurée dans les quartiers d'esclaves de toute la région. On dit que les esclaves envoyés là-bas meurent dans l'année, ou en ressortent comme des coquilles vides de ce qu'ils étaient auparavant. En septembre 1701, un navire négrier portugais appelé Santa Maria arrive dans le port de Charleston, transportant 180 âmes arrachées aux côtes de l'Angola. Parmi elles se trouve une jeune femme d'environ 20 ans, qui recevra le nom d'Esperanza de Lima de la part de son nouveau propriétaire. Ce qui la distinguait des autres esclaves n'apparut pas immédiatement aux colons blancs, qui l'examinèrent comme du bétail sur le marché. Elle était de taille et de constitution moyenne, avec des yeux sombres et intelligents, et des scarifications tribales complexes sur les épaules, racontant l'histoire de sa lignée royale. Une histoire qui demeura inconnue de ses ravisseurs. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Esperanza était la fille d'un puissant chef de village, formé dès l'enfance aux arts de la stratégie, de la négociation, et à ce que les esprits coloniaux auraient qualifié de sorcellerie, mais qui relevait en réalité d'une compréhension sophistiquée des herbes, des poisons et de la psychologie humaine. Elle avait vu les pillards portugais incendier son village, assassiner son père et réduire son peuple en esclavage. Dans son esprit, chaque visage blanc qu'elle rencontrait était lié à ce péché originel. Edmund Greyfield l'acheta pour 42 livres sterling, une somme considérable qui reflétait sa bonne santé apparente et sa jeunesse. Il avait des projets précis pour sa nouvelle acquisition. La précédente esclave domestique de Greyfield, une femme âgée nommée Sarah, était récemment morte dans des circonstances mystérieuses, bien que tous sur la plantation sachent qu'elle avait été battue à mort pour avoir renversé du vin sur un tapis anglais importé. Dès son premier jour au domaine de Greyfield, Esperanza entama ce qui deviendrait une campagne de 15 années d'observation minutieuse et de planification méticuleuse. Elle apprit l'anglais rapidement, mais feignit d'en comprendre bien moins qu'elle ne le faisait réellement. Elle observait, elle écoutait, elle se souvenait de chaque affront, de chaque cruauté, de chaque nom murmuré dans les conversations feutrées de l'élite des planteurs. Le domaine de Greyfield n'était pas seulement une résidence, c'était le lieu de réunion officieux de ce que les planteurs appelaient le Conseil du Riz, un groupe de 14 propriétaires de plantations qui contrôlaient la politique agricole de la colonie, et par extension, son avenir politique. Ces hommes se réunissaient chaque mois pour discuter des prix du riz, des règlements concernant les esclaves et des moyens de maximiser leurs profits
tout en minimisant la surveillance coloniale de Londres. Ils se voyaient comme des rois dans leur domaine, n'ayant de comptes à rendre à aucune autorité terrestre. Les 14 membres de ce conseil représentaient les familles les plus puissantes de la colonie. Edmund Greyfield en était le chef officieux. William Pitton, dont la plantation produisait plus de riz que tout autre dans les Amériques. James Rutherford, qui servait également comme juge colonial. Marcus Sutton, propriétaire de la plus grande opération de traite d'esclaves entre Charleston et Savannah. Henry Caldwell, dont les connexions politiques remontaient jusqu'au bureau du gouverneur. Thomas Harrington, ancien officier de la marine britannique qui dirigeait sa plantation comme un camp militaire. Benjamin Fairfax, dont la fortune familiale remontait aux premières colonies. Samuel Kingsley, spécialiste du conditionnement des esclaves nouvellement arrivés. Robert Fielding, connu pour ses techniques de torture innovantes. Charles Warwick, dont la plantation jouxtait 3 autres et servait de nœud d'information. Jonathan Creighton, qui tenait des registres détaillés de programmes d'élevage d'esclaves. David Norris, dont la formation médicale le rendait particulièrement efficace pour maintenir les esclaves en vie juste assez longtemps afin d'en extraire le maximum de travail. Alexander Hartwell, dont la plantation servait de prison régionale pour les esclaves fugitifs. Et enfin, George Baxter, le plus jeune, âgé de 35 ans, dont l'enthousiasme pour la violence lui avait valu une acceptation rapide dans ce cercle exclusif. Ce n'étaient pas simplement des hommes cruels. Ils étaient systématiquement maléfiques, traitant les êtres humains comme de simples outils agricoles, destinés à être utilisés, réparés ou jetés selon les exigences de l'économie. Ils partageaient des techniques pour briser les esprits rebelles, comparaient des notes sur l'apport calorique optimal pour maximiser la production tout en minimisant les coûts, et se vantèrent de leurs châtiments les plus créatifs lors de leurs réunions mensuelles. Esperanza servit à ces réunions pendant 15 années, se déplaçant silencieusement autour de la salle à manger comme une ombre, remplissant les verres et débarrassant les assiettes, pendant que ces hommes discutaient de leur propriété humaine, comme on parle de bétail. Elle les entendait rire des familles qu'ils avaient séparées, débattre des mérites du fouet contre le marquage au fer et planifier l'expansion de leurs opérations, nécessitant l'importation de centaines d'esclaves supplémentaires. Mais ce qui déclencha véritablement le plan d'Esperanza ne fut pas seulement la cruauté générale de l'esclavage. Ce fut quelque chose de bien plus précis, de profondément personnel. Au printemps 1715, tout changea pour Esperanza de Lima. Après 14 années de servitude silencieuse, elle avait accompli ce que les propriétaires de plantations jugeaient impossible. Elle avait conservé son humanité en vivant en enfer. Plus encore, elle avait trouvé l'amour. Il s'appelait Wayne, bien que les registres de la plantation le désignassent simplement comme « le garçon Tom ». Il était né sur la plantation Rutherford en 1793, ce qui lui faisait 22 ans, lorsqu'il attira l'attention d'Esperanza. Wame possédait une combinaison rare de force physique et de curiosité intellectuelle qui avait, d'une manière ou d'une autre, survécu au processus brutal de conditionnement qui brisait la plupart des esclaves au cours de leur première année. Il savait lire, une compétence apprise en secret auprès d'un contremaître compatissant, aujourd'hui décédé, et il enseignait clandestinement les lettres et les chiffres à d'autres esclaves pendant les rares périodes de repos du dimanche. Wame et Esperanza commencèrent à se rencontrer en secret, échangeant d'abord des informations sur les déplacements et les projets de leur maître. Leur relation s'approfondit lentement, prudemment, avec la patience de personnes conscientes que toute découverte signifierait la mort. Ils communiquaient à l'aide d'un système de chants et de gestes qui semblaient n'être que des comportements ordinaires aux yeux des observateurs blancs, mais qui transmettaient en réalité des messages détaillés sur les routes de fuite, les contacts sûrs et les opportunités de résistance. À la fin de l'année 1715, ils avaient développé ce qui était peut-être le réseau de renseignement le plus sophistiqué de la Caroline du Sud coloniale. Esperanza utilisait sa position lors des réunions du Conseil du RIS pour recueillir des informations sur les patrouilles, les changements juridiques et les vulnérabilités des plantations. Wam, fréquemment prêté à d'autres plantations pour des travaux pénibles, établissait des contacts à travers toute la région. Ils préparaient quelque chose d'inédit. Pas une simple tentative de fuite qui ne sauverait que leur propre vie, mais un soulèvement coordonné qui pourrait libérer des centaines d'esclaves sur plusieurs plantations. Ils avaient identifié des Blancs sympathisants, cartographié des maisons sûres
et même établi un contact avec des communautés noires libres en Floride espagnole, prêtes à offrir un refuge aux esclaves en fuite. Mais leur plan soigneusement élaboré fut défait par une émotion humaine simple. Le 15 mars 1716, Edmund Greyfield annonça lors de la réunion mensuelle du Conseil du Riz qu'il avait décidé d'étendre son programme d'élevage. Il avait identifié plusieurs spécimens de premier choix parmi ses esclaves féminines, qui seraient accouplées avec des mâles provenant d'autres plantations afin de produire ce qu'il appelait un cheptel de travail supérieur. Le programme devait commencer immédiatement. Les femmes sélectionnées seraient déplacées vers un enclos séparé où elles seraient surveillées en permanence afin d'assurer des grossesses réussies. Le nom d'Esperanza figurait en tête de la liste. Lorsqu'elle entendit cette conversation en servant le vin aux membres du conseil, son visage demeura impassible. Mais quelque chose de fondamental se brisa en elle. Elle avait survécu 15 années d'esclavage, en s'accrochant à l'espoir de la liberté, l'espoir de la vengeance, l'espoir d'un avenir où elle pourrait vivre comme un être humain, plutôt que comme une marchandise. À présent, Greyfield projetait de la réduire à un simple animal reproducteur. Cette nuit-là, elle retrouva Wayne à leur endroit habituel, un cyprès abattu, au cœur des rizières de la plantation, où le chœur des insectes et des oiseaux nocturnes couvrait le son de leur voix. Elle lui raconta le projet de Greyfield, et tous deux comprirent immédiatement ce que cela signifiait. Une fois déplacés dans l'enclos d'élevage, tout contact deviendrait impossible. Leur réseau de renseignements s'effondrerait. Le soulèvement qu'ils préparaient mourrait avant même de naître. Wham était désespéré. Il la supplia de fuir avec lui cette nuit même. Il avait établi un contact avec un marchand espagnol capable de les faire passer clandestinement jusqu'à Sainte-Augustine en moins d'une semaine. Il pourrait être libre, commencer une nouvelle vie, peut-être même aider d'autres esclaves depuis un endroit plus sûr. Mais Esperanza refusa. « Fuir nous sauve », dit-elle, dans leur portugais natal, la langue qu'ils réservaient à leurs conversations les plus intimes. Mais cela ne change rien pour notre peuple. Ces hommes continueront leur mal. D'autres navires arriveront. D'autres familles seront détruites. D'autres enfants grandiront comme des biens. Elle avait passé 15 années à observer ces 14 hommes prendre des décisions affectant des milliers de vies avec une cruauté désinvolte. Elle les avait entendus rire des séparations, discuter de techniques de torture comme de recettes de cuisine, et planifier l'expansion de leurs opérations, condamnant encore davantage de gens à la souffrance. « J'ai appris leurs habitudes », poursuivit-elle. « Je connais leurs secrets. Je sais quand ils sont les plus vulnérables. Nous n'avons qu'une seule chance d'envoyer un message qui sera retenu à jamais. Une seule chance de les faire avoir peur, comme ils nous font peur. » Wayne comprit ce qu'elle suggérait, et il fut saisi de terreur. Non pas de la mort, les esclaves vivaient sous la menace constante de mourir, mais de la torture systématique qui précéderait l'exécution s'ils étaient capturés. Il avait vu ce qui arrivait aux esclaves qui levaient la main contre des blancs. Les châtiments étaient conçus pour servir d'exemple et briser l'esprit de tous ceux qui en étaient témoins. Mais il comprenait aussi qu'Esperanza avait raison. Leur fuite ne sauverait que 2 vies, laissant le système intact. Son alternative était inimaginablement dangereuse, mais elle offrait la possibilité de quelque chose de plus grand. Un coup porté à l'esclavage lui-même, capable d'inspirer d'autres résistances ou, à tout le moins, d'obliger les maîtres à réfléchir avant leur cruauté ordinaire. Ils passèrent les 2 semaines suivantes à affiner un plan mêlant opérations de renseignement, guerre psychologique et frappe tactique. Esperanza utiliserait son accès à la réunion mensuelle du Conseil du Riz pour créer une opportunité de représailles dévastatrice. Wham se chargerait de la logistique, acquisition de matériel, alibi pour les esclaves sympathisants, plan de secours pour différents scénarios. Ce qu'ils élaborèrent fut peut-être l'acte de résistance le plus sophistiqué de l'histoire coloniale américaine, et tout reposait sur une observation simple qu'Esperanza avait faite au cours de 15 années de service. Les membres du Conseil du Riz étaient si convaincus de leur pouvoir absolu qu'ils en étaient devenus négligents quant à leur propre sécurité. La réunion mensuelle prévue pour le 23 juin 1716 serait la dernière. Le 23 juin 1716 se leva sous une chaleur oppressante, de celles qui rendèrent les étés de Caroline du Sud presque insupportables pour tous, à l'exception de ceux qui avaient grandi sous le climat équatorial de l'Afrique. Esperanza se réveilla avant l'aube, comme elle l'avait fait chaque jour pendant 15 ans, et entama sa routine matinale. Mais ce jour-là était différent. Ce jour-là marquait l'aboutissement de 15 années d'observation attentive.
de planification méticuleuse et de rage contenue. La réunion mensuelle du Conseil du riz devait commencer à 14 heures, laissant aux 14 propriétaires de plantations le temps de voyager jusqu'au domaine de Greyfield et de régler diverses affaires préliminaires avant l'ouverture officielle de la séance. Ces réunions duraient habituellement entre 4 et 6 heures, selon l'ordre du jour et la quantité de rhum importé qu'Edmund Greyfield fournissait à ses invités. Esperanza avait passé des semaines à étudier les schémas des réunions précédentes, notant tout: les placements autour de la table, les pauses pour se soulager, le timing des différents points de l'ordre du jour. Elle savait que Marcus Sutton arrivait toujours en avance pour mener des affaires privées avec Greyfield. Elle savait que Benjamin Fairfax avait une vessie faible et s'excusait environ toutes les 90 minutes. Elle savait que la discussion sur les prix du riz avait toujours lieu avant le dîner, tandis que les conversations sur la gestion des esclaves se déroulaient après, lorsque le rhum avait délié les langues. Mais surtout, elle connaissait le four à charbon. Le domaine de Greyfield avait été construit en 1895 avec une cuisine massive conçue pour nourrir non seulement la maison principale, mais aussi les contremaîtres, les artisans et les esclaves domestiques vivant sur la propriété. Le cœur de cette cuisine était un immense four à charbon importé de Grande-Bretagne à grands frais. Contrairement aux foyers à bois présents dans la plupart des maisons coloniales, ce four pouvait maintenir des températures extrêmement élevées sur de longues périodes, le rendant idéal pour des opérations culinaires de grande ampleur. Le four mesurait près de 2,40 m de haut et plus d'1 mètre de côté, construit en briques réfractaires, importées, et entouré de structures en fer permettant de suspendre marmites et broches et de réguler l'arrivée d'air. Lorsqu'il était entièrement chargé de charbon, il pouvait atteindre des températures dépassant les 1000 degrés Celsius, suffisamment élevées pour faire fondre le cuivre et l'argent. Greyfield tirait une fierté immense de ce four, qu'il montrait souvent à ses visiteurs comme preuve de sa richesse et de son raffinement. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Esperanza en étudiait secrètement le fonctionnement depuis des mois. Comment contrôler sa température? Comment maintenir une chaleur maximale sur de longues durées? Comment manipuler l'arrivée d'air pour créer des conditions spécifiques? Elle avait également accumulé progressivement des réserves de charbon dans un local adjacent à la cuisine, expliquant au contremaître que M. Greyfield avait ordonné du combustible supplémentaire en prévision d'une extension des opérations culinaires. 3 jours avant la réunion, Esperanza reçut une nouvelle dévastatrice qui scella sa détermination au-delà de toute hésitation. Wham avait été vendu. James Rutherford avait décidé que sa plantation avait besoin de bras supplémentaires pour un projet d'expansion et avait convaincu Greyfield de lui vendre le garçon Tom pour 60 livres sterling. La transaction serait conclue immédiatement après la réunion du Conseil du riz, et Wham serait transféré à la plantation Rutherford le lendemain matin. Lorsqu'Esperanza apprit cette vente, elle comprit que sa fenêtre d'action se refermait définitivement. Dans 3 jours, elle perdrait l'homme qu'elle aimait, serait forcée d'entrer dans un programme d'élevage qui détruirait son esprit, et regarderait impuissante le Conseil du riz poursuivre sa brutalisation systématique de son peuple. Le temps de la patience était révolu. Ce soir-là, elle retrouva Wham pour ce qu'il savait être la dernière fois. Ils parlèrent à voix basse près du cyprès abattu, compressant 15 années de souvenirs en quelques heures précieuses. Il la supplia une dernière fois d'abandonner son plan et de s'enfuir avec lui cette nuit même. Il était encore temps de rejoindre la Floride espagnole, de bâtir une vie ensemble, loin de l'horreur de l'esclavage des plantations. Mais l'esprit d'Esperanza était arrêté. « Ces hommes se croient des dieux, » lui dit-elle. « Ils pensent pouvoir tout nous faire sans conséquence. Demain, je leur montrerai qu'ils ont tort. Je leur montrerai que nous sommes des êtres humains, pas des animaux, et que les êtres humains se battent lorsqu'on les pousse au-delà de toute endurance. » Wham comprit qu'argumenter était inutile. Il avait connu Esperanza moins de 2 ans, mais il reconnaissait désormais l'acier dans sa voix lorsque sa décision était irrévocable. Ils passèrent le reste de la nuit à peaufiner les derniers détails de son plan. Le lendemain matin, le 22 juin, Esperanza entama ses préparatifs finaux. Esperanza commença par dresser un inventaire minutieux de la cuisine et des espaces de stockage attenants, identifiant chaque outil, ingrédients et matériaux susceptibles de lui être utiles. Elle porta une attention particulière aux entraves et chaînes de fer conservées dans le garde-manger de la cuisine, des dispositifs habituellement utilisés pour immobiliser les esclaves lors des châtiments, mais gardés à portée de main dans toute la plantation.
Elle nota également avec soin l'agencement de la cuisine et les déplacements des autres esclaves domestiques au fil de la journée. La réussite de son plan dépendait en partie de sa capacité à s'assurer qu'aucun esclave innocent ne serait présent lorsque les événements se dérouleraient, et en partie de sa capacité à maintenir l'apparence d'un fonctionnement normal jusqu'à l'instant critique. Plus important encore, elle commença à préparer le four à charbon. Dès l'aube, elle alimenta le four à intervalles soigneusement calculés, augmentant progressivement la température interne, tout en donnant l'illusion de simples préparatifs culinaires ordinaires. À la fin de la matinée, le four approchait de sa température maximale de fonctionnement, prêt à maintenir une chaleur extrême pendant plusieurs heures. Les autres esclaves domestiques ne remarquèrent rien d'inhabituel dans le comportement d'Esperanza. Elle avait toujours été silencieuse et méthodique dans son travail, et ses préparatifs pour la réunion mensuelle du Conseil du riz semblaient identiques à ceux des rassemblements précédents. Elle nettoya la salle à manger, disposa le mobilier, prépara les plats de service et installa les verres en cristal importés que Greyfield utilisait pour impressionner ses invités. Mais derrière cette routine familière, des dispositions étaient prises qui allaient transformer une réunion d'affaires banale en quelque chose de bien plus sinistre. À midi, le 23 juin 1716, les premiers membres du Conseil du Riz commencèrent à arriver au domaine de Greyfield. Comme toujours, Marcus Sutton arriva en avance, remontant l'allée bordée de chênes menant à la maison principale avec l'assurance d'un homme possédant plus de 800 êtres humains et ne se considérant redevable devant aucune autorité terrestre. Esperanza l'observa depuis la fenêtre de la cuisine tandis qu'il mettait pied à terre et confiait les rênes de son cheval à un esclave d'écurie. À 53 ans, Sutton était l'un des membres les plus âgés du Conseil, et son corps portait les marques de décennies de vie opulente. Il était massif, les cheveux grisonnants et clairsemés, le visage rougi d'un homme qui consommait plus de rhum importé que la santé ne l'autorisait. Mais ses yeux restaient vifs et calculateurs, les yeux de quelqu'un qui avait bâti sa fortune en traitant des êtres humains comme des marchandises à acheter, vendre et exploiter avec une efficacité maximale. La plantation de Sutton était spécialisée dans ce qu'on appelait euphémiquement le conditionnement, le processus brutal visant à briser les esclaves nouvellement arrivés et à leur apprendre que leurs conditions étaient permanentes et inéluctables. Les esclaves qui résistaient particulièrement à ce conditionnement étaient souvent vendus à Sutton, qui avait développé des méthodes de plus en plus créatives pour détruire leur volonté. Ces techniques étaient devenues si raffinées que d'autres propriétaires lui envoyaient régulièrement leurs esclaves problématiques, payant des sommes élevées pour ces services. Edmund Greyfield accueillit Sutton à la porte d'entrée avec la courtoisie élaborée que les planteurs se réservaient entre eux, tout en traitant leurs esclaves comme du bétail. Les deux hommes se retirèrent dans le cabinet privé de Greyfield pour discuter d'affaires jugées trop sensibles pour le groupe, principalement de nouvelles techniques de contrôle des esclaves et de stratégies visant à influencer le gouvernement colonial afin d'assouplir les restrictions sur l'importation d'esclaves. Au cours de l'heure suivante, les 12 autres membres du Conseil du Riz arrivèrent par petits groupes, leurs carrosses et chevaux encombrant l'allée circulaire devant la demeure. Esperanza reconnut chaque homme à son arrivée. Elle avait servi à suffisamment de réunions pour connaître leur visage, leur voix et leur domaine d'expertise particulier dans la gestion de la propriété humaine. William Pitton arriva avec son habituel cortège de contremaîtres armés, une précaution adoptée après qu'une récente tentative de rébellion sur sa plantation eût été étouffée de justesse. James Rutherford arriva seul, mais son cheval portait les pistolets argentés distinctifs qui annonçaient son double rôle de planteur et de magistrat colonial. Henry Caldwell voyageait dans un carrosse richement décoré, affichant les armoiries familiales. Une affectation prétentieuse, soulignant ses connexions politiques et ses ambitions sociales. Chaque arrivée fut accueillie avec la même politesse cérémonielle, les mêmes échanges sur la météo, les récoltes et le problème indien persistant à la frontière. Ces hommes se voyaient comme les pères fondateurs d'une grande civilisation, des pionniers transformant une terre sauvage en un système agricole productif destiné à nourrir les villes croissantes de l'Amérique coloniale. Ce qu'ils refusèrent de reconnaître, c'est que leur civilisation reposait sur une brutalité systématique, que leur richesse provenait du travail non rémunéré de milliers d'êtres humains traités pire que du bétail, et que leur influence politique existait principalement pour perpétuer et étendre ce système d'exploitation.
À 14 heures précises, Edmund Greyfield déclara la réunion mensuelle ouverte dans la salle à manger formelle. Les 14 hommes prirent place autour de la massive table en chêne importée d'Angleterre, à un coût qui aurait fait vivre une famille coloniale moyenne pendant plusieurs années. La surface polie de la table reflétait la lumière de dizaines de bougies disposées dans des candélabres d'argent, créant une atmosphère de richesse et de sophistication, renforçant leur sentiment de supériorité et de légitimité. Esperanza commença à servir le repas avec son efficacité habituelle, se déplaçant silencieusement autour de la table, tandis que ces hommes discutaient du commerce de l'esclavage avec la brutalité désinvolte qui avait caractérisé leurs 180 réunions précédentes. L'ordre du jour débuta, comme toujours, par une discussion sur les prix du riz sur le marché de Charleston et sur les stratégies visant à maximiser les profits lors de la prochaine saison des récoltes. William Pitton annonça que sa plantation avait atteint des niveaux de production records grâce à ce qu'il appelait une gestion par incitation, un système offrant des récompenses alimentaires minimales aux esclaves, dépassant les quotas quotidiens, tout en soumettant les moins performants à des châtiments systématiques. La clé, expliqua Pitton en découpant son bœuf importé, c'est de leur faire comprendre que leur niveau de confort dépend entièrement de leur productivité. Leur donner juste assez d'espoir pour continuer à travailler, mais jamais assez de sécurité pour qu'ils deviennent complaisants. James Rutherford acquiesça avec approbation. J'ai obtenu d'excellents résultats en utilisant la séparation familiale comme outil de motivation. Rien ne pousse un travailleur des champs à travailler plus dur que de savoir que sa femme et ses enfants sont retenus ailleurs et que toute réunion dépend d'une performance constante. La conversation se poursuivit sur ce ton pendant près d'une heure, chaque membre partageant des techniques destinées à extraire un maximum de travail de leurs propriétés humaines, tout en minimisant les dépenses de nourriture, de logement et de soins médicaux. Ils évoquèrent les programmes d'élevage avec le même détachement clinique que des éleveurs de bétail planifiant des améliorations de cheptel. Ils comparaient leurs méthodes de punition avec l'enthousiasme d'artisans échangeant des secrets professionnels. Esperanza remplissait les verres de vin et débarrassait les assiettes, tandis que ces hommes célébraient leurs dernières innovations en matière de dégradation humaine. Elle conservait son expression habituelle de soumission vide, mais dans son esprit, elle notait une dernière fois la position de chaque homme, ses habitudes et son potentiel de résistance lorsque le moment viendrait. Lorsque l'ordre du jour formel prit fin et que la conversation devint plus informelle, les hommes commencèrent à raconter des histoires révélant l'ampleur réelle de leur cruauté. Marcus Sutton décrivit un nouvel instrument de torture importé des Caraïbes, une cage métallique à peine assez grande pour contenir un corps humain, suspendu en plein soleil et capable de cuire lentement les esclaves rebelles sur plusieurs jours. Samuel Kingsley se vanta de sa dernière expérience d'élevage, consistant à forcer des accouplements entre esclaves sélectionnés afin de produire ce qu'il espérait être une nouvelle génération de travailleurs plus grands et plus forts. Mais ce fut George Baxter, le plus jeune membre du Conseil, qui fournit l'élément déclencheur final. « Messieurs, » annonça Baxter, alors qu'Esperanza servait le brandy d'après-dîner, « j'ai des nouvelles passionnantes concernant une nouvelle opportunité commerciale. Les Espagnols perdent des prix élevés pour des esclaves expérimentés dans leur territoire sud-américain. Je propose que nous mettions nos ressources en commun pour acheter un grand navire et commencer l'exportation systématique de nos stocks plus âgés et moins productifs. » La salle éclata en discussion enthousiaste, tandis que les 14 hommes calculaient les profits potentiels de la vente de leurs esclaves vers des colonies espagnoles où les conditions de travail étaient encore plus brutales que celles de la Caroline du Sud. Ils débattirent de la logistique, évoquèrent des connexions politiques capables de faciliter les permis nécessaires, et estimèrent combien d'esclaves ils pourraient exporter tout en maintenant une main-d'œuvre suffisante sur leurs plantations. En entendant ces hommes planifier la destruction de tant de vies supplémentaires, quelque chose se brisa définitivement en Esperanza. Pendant 15 ans, elle s'était maintenue saine d'esprit en se persuadant que leur cruauté avait des limites, que même ces hommes finirent par reconnaître certaines frontières de la décence humaine. Mais il n'y avait aucune limite, aucune frontière. Leur capacité à infliger de la souffrance n'était restreinte que par des considérations économiques et par leur imagination. Il était temps de leur montrer ce que signifiait être impuissant. À exactement 21h47, selon l'horloge allemande importée qui trônait dans la salle à manger de Greyfield, Esperanza de Lima passa à l'action. Les 14 membres du Conseil du Riz avaient achevé leurs affaires officielles
et s'étaient installés dans la conversation détendue qui concluait habituellement leur réunion mensuelle. La pièce était chaude, saturée de la chaleur corporelle et de la lueur des bougies, imprégnée de l'odeur du tabac importé et du brandy coûteux. La plupart des hommes avaient desserré leurs vêtements formels et adopté la posture relâchée de personnes se croyant parfaitement en sécurité dans leur domination. Ils discutèrent de la proposition de Samuel Kingsley visant à établir un registre officiel d'élevage destiné à suivre les lignées à travers toutes leurs plantations afin de créer ce qu'ils imaginaient être une classe supérieure d'esclaves, spécialement élevée pour l'intelligence, la force et la docilité. La conversation était devenue technique, presque académique, alors qu'ils débattaient de principes génétiques avec le même détachement que s'ils parlaient de rotation des cultures ou d'amélioration des sols. Aucun d'eux ne remarqua lorsqu'Esperanza s'excusa de quitter la salle à manger, soi-disant pour aller chercher davantage de brandy dans la cuisine. Aucun ne vit ses mouvements précis lorsqu'elle verrouilla toutes les sorties de la maison, à l'exception de la porte de la cuisine. Aucun ne réalisa qu'elle augmentait progressivement la température du four à charbon depuis des heures, atteignant un niveau dangereux même pour la cuisson. Son plan était d'une élégance terrifiante dans sa simplicité. Au cours des jours précédents, Esperanza avait utilisé son accès aux zones de stockage du domaine pour disposer des entraves et des chaînes de fer à des endroits stratégiques de la maison. Ces dispositifs de contrainte, normalement utilisés pour punir les esclaves rebelles, étaient désormais répartis de manière à lui permettre d'immobiliser rapidement toute personne qu'elle rencontrerait. Elle avait également préparé un mélange particulier, fondé sur un savoir transmis par sa grand-mère, une combinaison d'herbes locales capable de rendre quelqu'un inconscient en quelques minutes lorsqu'elle était absorbée par la nourriture ou la boisson. Ce mélange avait été soigneusement ajouté à la carafe de brandy qu'elle servait tout au long de la soirée. Alors que les membres du Conseil du riz poursuivaient leurs discussions sur les programmes d'élevage humain, les premiers effets de la préparation d'Esperanza commencèrent à se manifester. George Baxter, qui avait bu plus de brandy que les autres, ressentit une soudaine sensation de vertige et de désorientation. Il attribua cela à la chaleur et à l'alcool, mais en quelques minutes, il s'affaissa sur sa chaise, luttant pour rester conscient. Un à un, les autres membres du conseil commencèrent à éprouver des symptômes similaires. William Pitton se plaignit d'une nausée brutale. James Rutherford constata qu'il ne parvenait plus à fixer son regard. Les mains de Marcus Sutton se mirent à trembler de façon incontrôlable. Edmund Greyfield fut le premier à comprendre que quelque chose n'allait pas. « Messieurs, dit-il, la voix déjà légèrement pâteuse, je crois que nous avons... que quelqu'un a... » Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, ses jambes cédèrent, et il s'effondra sur le tapis persan importé qui lui avait coûté plus que ce que la plupart des colons gagnaient en une année. En moins de 20 minutes, les 14 membres du Conseil du riz étaient inconscients. Esperanza travailla avec une efficacité méthodique, utilisant des cordes et des entraves de fer pour immobiliser les mains et les pieds de chaque homme. Les dispositifs qu'elle employait étaient les mêmes que ceux utilisés depuis des années pour lier des milliers d'esclaves, conçus pour infliger de la douleur et empêcher toute fuite, tout en maintenant la victime en vie et fonctionnelle. Elle prit un soin particulier à serrer chaque lien suffisamment pour provoquer une souffrance considérable, mais pas au point de couper totalement la circulation. Elle n'avait aucune intention de leur offrir l'échappatoire d'une mort rapide. Pendant qu'elle travaillait, elle s'adressa à chaque homme inconscient en portugais, en espagnol et en anglais approximatif. Parfois, elle expliquait ce qu'elle faisait. Parfois, elle rappelait des actes de cruauté précis qu'elle avait vus ou entendus. Parfois, elle laissait simplement s'exprimer la rage accumulée pendant 15 ans. « Tu vends Wayne comme une vache », murmura-t-elle à James Rutherford en refermant les entraves autour de ses chevilles. « Tu achètes et tu vends des gens comme s'ils n'étaient de rien. Cette nuit, tu apprendras ce que cela fait d'être rien. » À Marcus Sutton, elle dit « Tu brises les esprits. Tu apprends aux gens à cesser d'être humains. Cette nuit, je t'apprends ce que ressent un esprit brisé. » À Edmund Greyfield, sa voix portait 15 années de haine comprimée. « Tu me possèdes. Tu crois pouvoir me faire tout ce que tu veux. Tu crois que je suis un animal. Cette nuit, tu verras ce que font les animaux quand ils n'ont plus aucun choix. » Une fois les 14 hommes solidement entravés, Esperanza entama la partie la plus éprouvante physiquement de son plan. Un par un, elle traîna chaque corps inconscient de la salle à manger à travers la maison jusqu'à la cuisine. Le processus dura près de 3 heures. Chaque homme pesait bien plus qu'elle.
et elle devait se déplacer avec prudence pour éviter de faire du bruit qui aurait pu alerter d'autres esclaves ou des contremaîtres encore éveillés. À 2 heures du matin, les 14 membres du Conseil du riz étaient disposés en cercle autour de l'immense four à charbon, les pieds tournés vers le centre, les mains entravées derrière le dos par des fers, la bouche bourrée de coton brut pour les empêcher d'appeler à l'aide lorsqu'ils reprendraient conscience. Le four avait été porté à sa température maximale et dégageait une chaleur rendant la cuisine presque insupportable, même pour une personne libre de ses mouvements. Esperanza avait calculé que la combinaison de chaleur extrême, de déshydratation et d'immobilité créerait une forme de torture prolongée, laissant à ces hommes le temps de contempler leur sort tout en mourant lentement dans l'agonie. Mais elle avait également prévu une forme de justice plus immédiate. À l'aube, lorsque la première lumière grise du matin commença à filtrer par les fenêtres de la cuisine, les membres du Conseil du riz commencèrent à reprendre conscience. Le mélange d'herbes qu'elle avait utilisé était conçu pour provoquer une perte de conscience durant plusieurs heures, sans causer de séquelles permanentes, garantissant que ses victimes seraient pleinement lucides lorsque la torture commencerait. Edmund Grayfield fut le premier à se réveiller. Sa confusion se transforma rapidement en terreur lorsqu'il comprit sa situation. Il gisait sur le sol de pierre de sa propre cuisine, les mains et les pieds entravés par des fers, incapable de parler à cause du coton bourré dans sa bouche, entouré des autres membres de son conseil dans le même état. Le four à charbon massif, au centre du cercle, irradiait une chaleur semblable à celle d'un enfer miniature. À mesure que les autres hommes reprenaient conscience, la cuisine se remplit de cris étouffés et de tentatives désespérées pour se libérer de leurs entraves incassables. Pour la première fois de leur vie, ils éprouvaient l'impuissance absolue qu'ils avaient infligée à des milliers d'êtres humains. Esperanza était assise calmement dans un coin de la cuisine, aiguisant méthodiquement les couteaux de découpe utilisés pour la préparation des repas. Elle s'était placée de manière à ce que chacun des hommes puisse la voir clairement, et elle soutenait leur regard tandis qu'ils comprenaient pleinement l'absence totale d'espoir. « Bonjour, messieurs », dit-elle en anglais clair, un anglais bien meilleur que celui qu'elle avait jamais parlé en leur présence auparavant. « J'espère que vous avez bien dormi. Nous avons beaucoup à discuter, et je veux m'assurer que vous êtes tous attentifs. » Elle se leva et fit lentement le tour du cercle, observant chaque homme entravé, avec la même expression froide et évaluatrice qu'ils utilisaient lorsqu'ils inspectaient des esclaves au marché de Charleston. « Depuis 15 ans, j'assiste à vos réunions. J'ai écouté vos conversations. Je vous ai entendu parler de mon peuple comme s'il s'agissait de bétail à acheter, vendre, élever et abattre selon votre convenance. » Elle s'arrêta près de Marcus Sutton, qui se débattait frénétiquement contre ces liens. « Vous, monsieur Sutton, vous êtes spécialisé dans la destruction des esprits. Vous prenez des personnes qui se souviennent encore de ce que signifie être humain et vous leur apprenez à oublier. Vous avez perfectionné des méthodes pour anéantir l'espoir, pour transformer des hommes et des femmes fiers en coquilles vides qui n'existent plus que pour servir votre plaisir. » Elle se déplaça vers James Rutherford. « Vous, monsieur Rutherford, vous utilisez la séparation familiale comme instrument de contrôle. Vous détruisez délibérément les liens entre parents et enfants, entre maris et femmes, parce que vous avez appris que des gens sans famille sont plus faciles à dominer. » Elle poursuivit lentement autour du cercle, s'adressant à chaque homme par son nom, rappelant des actes de cruauté précis qu'elle avait vus ou entendus décrits lors de leurs réunions mensuelles. À chaque accusation, les luttes devenaient plus désespérées, les cris étouffés, plus frénétiques. Finalement, elle revint vers Edmund Grayfield. « Et vous, monsieur Grayfield, êtes le pire de tous, parce que vous auriez pu choisir autrement. Vous avez l'éducation, vous avez la richesse, vous avez le pouvoir. Vous auriez pu nous traiter comme des êtres humains. À la place, vous avez choisi d'être un monstre, parce qu'être un monstre était plus rentable. » Elle se plaça au centre du cercle, face au four à charbon. « Aujourd'hui, vous allez ressentir ce que cela fait d'être sans pouvoir. Vous allez apprendre ce que signifie être à la merci de quelqu'un qui vous considère comme moins qu'humain. Et vous allez mourir lentement, douloureusement, avec tout le temps nécessaire pour réfléchir à la souffrance que vous avez causée. » Sur ces mots, Esperanza entama la phase finale de son plan. Ce qui se produisit au cours des 6 heures suivantes deviendrait matière à cauchemar dans toute la Caroline du Sud coloniale, bien que les détails complets demeurassent enfouis dans des archives gouvernementales scellées pendant plus de 2 siècles. Esperanza de Lima transforma la cuisine du domaine de Grayfield en un théâtre de représailles, où 14 des hommes les plus puissants de la colonie éprouvèrent,
pour la première et dernière fois, ce que signifiait être totalement impuissant entre les mains de quelqu'un qui les considérait comme moins qu'humains. Elle commença par une torture psychologique, se déplaçant lentement autour du cercle et forçant chaque homme à écouter pendant qu'elle décrivait avec une précision cruelle des actes spécifiques de brutalité auxquels elle avait assisté durant ses 15 années de servitude. Elle parla d'enfants arrachés aux bras de leur mère, de maris séparés de leurs épouses, d'hommes fiers réduits à l'état de coquilles vides par une brutalisation systématique. Elle parlait avec le ton calme et mesuré que ces hommes utilisaient eux-mêmes lorsqu'ils discutaient de la gestion de leur propriété humaine. « Monsieur Peyton, dit-elle en s'agenouillant près du propriétaire terrifié, vous souvenez-vous de la femme nommée Asher? Elle était enceinte lorsque vous l'avez achetée en 1714. Vous l'avez fait travailler dans les rizières jusqu'au jour où elle est entrée en travail, puis vous avez vendu son enfant à un négociant de Géorgie avant même qu'elle ne se remette de l'accouchement. Elle a pleuré pendant 3 jours, sans interruption. Vous avez ordonné qu'on la fouette pour bruit excessif, parce que ses pleurs troublaient votre sommeil. » Les yeux de Peyton s'écarquillèrent de terreur à mesure qu'il reconnaissait l'incident. Comme la plupart des propriétaires de plantations, il avait commis tant d'actes de cruauté banale que les cas individuels s'étaient fondus les uns dans les autres dans sa mémoire. Mais Esperanza se souvenait de chaque détail. Elle se tourna vers Charles Warwick. « Vous aimez assister au châtiment, monsieur Warwick. Vous regardez les flagellations comme d'autres assistent à des courses de chevaux. Le printemps dernier, vous avez payé monsieur Greyfield 5 livres pour pouvoir administrer personnellement 50 coups de fouet à un homme qui avait tenté de s'enfuir. Vous avez pris votre temps, espaçant les coups pour qu'il reste conscient pendant toute la punition. Vous souriez tout du long. La chaleur émanant du four à charbon devenait insupportable. La sueur coulait sur les visages des hommes entravés, se mêlant aux larmes de terreur et tachant leurs vêtements coûteux importés. Plusieurs d'entre eux montrèrent déjà les signes d'un épuisement thermique sévère. Respiration rapide, peau rougie, regard vitreux précédant l'effondrement. Mais Esperanza n'en avait pas terminé avec la phase psychologique. Elle alla chercher dans le bureau de Greyfield un registre relié de cuir, le même livre où il consignait l'achat, la vente et l'élevage de ses esclaves. L'ouvrant à une page au hasard, elle commença à lire les entrées à voix haute sur le ton plat et impersonnel que les planteurs utilisaient pour leurs transactions commerciales. 12 avril 1715. Vendu garçon nommé César, âge 14 ans, à la plantation Rutherford pour reproduction. 45 livres sterling. Note. La mère est devenue ingérable après la séparation. Recommandé vente immédiate ou élimination. Elle tourna la page. 3 juin 1715. Femelle nommée Rebecca morte en couche. Enfant survivant. Perte estimée. 20 livres sterling. Note. Améliorer le régime alimentaire des femelles reproductrices afin de réduire les taux de mortalité. Page après page. Elle lut la documentation clinique de la souffrance humaine. Famille détruite. Enfants vendus. Hommes et femmes réduits à des calculs monétaires dans le registre d'un homme d'affaires. Chaque entrée représentait une vie, une famille, des rêves écrasés sous le poids de l'exploitation systématique. La torture psychologique se poursuivit pendant 2 heures, Esperanza forçant chaque homme à affronter l'ampleur totale de ses crimes contre l'humanité. Sa mémoire était extraordinaire, affinée par 15 années d'attention constante. Elle se souvenait de dates précises, de noms individuels, d'actes spécifiques de cruauté commis ou ordonnés par chacun d'eux. Mais à mesure que le soleil montait et que la température de la cuisine approchait les 50 degrés Celsius, elle passa à la phase suivante de son plan. Depuis la réserve de la cuisine, elle sortit plusieurs longues barres de fer, outils habituellement utilisés pour remuer le charbon et manipuler les lourdes marmites. Elle les plaça directement dans les flammes du four, où elles chauffèrent rapidement jusqu'à prendre une teinte rouge cerise, une chaleur suffisante pour infliger des brûlures atroces au simple contact. « Messieurs, » annonça-t-elle calmement, « vous avez passé des années à perfectionner des techniques destinées à infliger de la douleur sans provoquer une mort immédiate. Vous avez appris comment torturer pour un effet maximal tout en maintenant la victime en vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer que vos élèves ont bien appris. » Elle retira la première barre de fer du four. Le métal brillait comme un fragment de soleil capturé, irradiant une chaleur perceptible à plusieurs mètres. Ce qui suivit fut trop brutal pour être décrit dans ses moindres détails. Mais les cris qui résonnèrent dans la cuisine du domaine de Greyfield furent entendus par des esclaves, travaillant dans les champs
à près d'un demi-kilomètre de distance. C'étaient des sons qu'ils n'avaient jamais entendus auparavant, les hurlements désespérés d'hommes découvrant pour la première fois l'impuissance véritable. Esperanza travailla avec méthode, appliquant le fer chauffé à chaque homme à tour de rôle, ciblant des zones non mortelles afin de provoquer une douleur maximale tout en maintenant la conscience. Elle avait appris en observant leur propre méthode de torture, sachant exactement jusqu'où le corps humain pouvait être poussé sans perdre sa capacité à souffrir. Entre chaque application du fer brûlant, Esperanza poursuivait son assaut psychologique, décrivant avec précision ce qu'il adviendrait de chaque plantation après leur mort. Elle parlait de leurs héritiers, fils, frères, neveux, qui pourraient ou non poursuivre leurs pratiques cruelles. Elle évoquait leurs enfants, se demandant à voix haute si la génération suivante se montrerait aussi monstrueuse que leur père, ou si certains développeraient une once de compassion humaine. « Ton fils, William », dit-elle à Marcus Sutton, alors qu'il se tordait de douleur. « Il n'a que 16 ans. Peut-être reste-t-il encore du temps pour qu'il devienne un homme meilleur que son père. Peut-être qu'en apprenant ce qui t'est arrivé, il décidera que traiter des êtres humains comme du bétail est devenu trop dangereux. » L'impact psychologique était aussi dévastateur que la torture physique. Ces hommes avaient bâti toute leur identité sur la conviction qu'ils étaient des êtres supérieurs, des maîtres naturels ayant le droit d'exploiter d'autres humains. Esperanza détruisait systématiquement cette illusion, les forçant à se voir comme des victimes, comme des objets soumis à la volonté d'autrui. Lorsque la chaleur de l'après-midi se combina au rayonnement du four, faisant grimper la température de la cuisine au-delà de 55 degrés Celsius, plusieurs hommes montrèrent les signes évidents d'un coup de chaleur sévère. Leur peau devint sèche et écarlate. Leur respiration se fit rapide et superficielle. Leurs mouvements, autrefois frénétiques, se muèrent en convulsions faibles et désespérées. Mais Esperanza avait prévu cette éventualité. Elle n'avait aucune intention de leur permettre d'échapper à leur sort par l'inconscience ou le délire thermique. Utilisant des techniques apprises de sa grand-mère, elle appliqua des linges humides sur leur front et leur força de petites quantités d'eau dans la bouche, les maintenant conscients, tandis que leur corps continuait à cuire lentement dans l'air surchauffé. « Vous devez rester réveillés », leur dit-elle calmement. « Vous devez rester lucide. La mort est une miséricorde, et vous n'avez pas mérité la miséricorde. » La torture se poursuivit pendant les heures les plus chaudes de l'après-midi. Esperanza maintenait le four à sa température maximale, appliquant méthodiquement les barres de fer brûlantes sur les mains, les pieds et les visages, des zones choisies pour provoquer une douleur insupportable tout en laissant des marques visibles et permanentes. Mais peut-être que l'aspect le plus dévastateur de toute cette épreuve n'était pas la souffrance physique. C'était le renversement total des rapports de pouvoir. Pour la première fois de leur existence, ces 14 hommes vivaient exactement ce que leurs esclaves subissaient quotidiennement. La certitude qu'un autre être humain détenait un contrôle absolu sur leur corps, leur confort, leur survie même. Ils apprenaient ce que signifiait être une propriété. À mesure que le soir approchait et que les ombres s'allongeaient sur le sol de pierre de la cuisine, Esperanza se prépara à l'acte final de sa vengeance, soigneusement orchestrée. Le four à charbon brûlait à pleine puissance depuis près de 18 heures, générant une chaleur littéralement insupportable pour une exposition prolongée. Elle commença à traîner les hommes à moitié conscients plus près du four, les positionnant de façon à ce que la chaleur radiante cuise lentement leur corps, tout en les maintenant en vie, assez longtemps, pour qu'ils comprennent pleinement leur sort. C'était une méthode qu'elle avait entendu Marcus Sutton décrire lors d'une réunion du Conseil du Riz, un châtiment qu'il réservait aux esclaves ayant tenté de s'enfuir. « C'est ainsi que tu as tué Thomas », dit-elle à Sutton en rapprochant son corps à moins d'1 mètre du foyer incandescent. « Tu te souviens de Thomas, le jeune homme qui a tenté de s'enfuir l'été dernier? Tu l'as enfermé dans une cage de métal en plein soleil et tu l'as laissé cuire pendant 3 jours. Il suppliait pour de l'eau, il suppliait pour de l'ombre, il suppliait pour la mort. Tu as ignoré toutes ces supplications parce que tu voulais que les autres esclaves soient témoins de sa souffrance. » Un à un, elle plaça les 14 hommes de manière à ce que la chaleur du four les tue lentement, en leur laissant suffisamment de conscience pour méditer sur leurs crimes. Elle voulait qu'ils comprennent, avec une clarté absolue, qu'ils mouraient à cause de leurs choix, de leurs actes et des vies qu'ils avaient détruites. Alors que le soleil se couchait le 24 juin 1716, la cuisine du domaine de Greyfield contenait 14 hommes mourants
qui éprouvait, pour la première et dernière fois, ce que signifiait être totalement impuissant entre les mains de quelqu'un qui les considérait comme moins qu'humains. Les cris s'étaient tus depuis plusieurs heures, remplacés par les sons plus faibles d'hommes, dont les cordes vocales avaient été détruites par des hurlements prolongés. La cuisine était saturée de l'odeur de chair brûlée et du bruit d'une respiration laborieuse, tandis que 14 des citoyens les plus puissants de la Caroline du Sud coloniale rôtissaient lentement à mort près du même four qui avait servi à préparer les repas cuisinés par les personnes qu'ils avaient réduites en esclavage. Esperanza était assise dans son coin, continuant d'aiguiser méthodiquement les couteaux de cuisine, fredonnant la berceuse portugaise que sa mère lui chantait autrefois dans le village détruit par les pillards portugais 20 ans plus tôt. Elle ne regardait plus les hommes mourants, mais elle restait attentive au rythme de leur respiration, s'assurant qu'aucun ne sombrât dans l'inconscience avant d'avoir enduré l'intégralité de la justice qu'elle avait planifiée. À l'approche de minuit, le dernier des membres du Conseil du Riz succomba enfin à la combinaison de chaleur, de déshydratation et de brûlure qui les avait lentement tués tout au long de la journée. Edmund Grayfield fut le dernier survivant. Sa constitution, renforcée par des années de vie opulente et de soins médicaux jamais accordés à ses esclaves, lui permit de survivre plus longtemps que les autres. Ses dernières paroles cohérentes, murmurées d'une voix à peine audible au-dessus du crépitement du charbon, furent une tentative pathétique de marchandage. « S'il vous plaît, je peux vous donner de l'argent, la liberté, tout ce que vous voulez. » Esperanza le regarda avec la même expression d'intérêt distant qu'il utilisait lorsqu'il inspectait des esclaves au marché de Charleston. « Je veux que tu meures, en sachant que tu avais tort, » répondit-elle calmement. « Tu n'es pas supérieur, tu n'es pas choisi par Dieu, tu n'es pas un maître naturel, tu es simplement un homme qui a choisi d'être mauvais, et maintenant tu paies le prix de ce choix. » Ce furent les dernières paroles qu'Edmund Grayfield entendit avant que la chaleur et la déshydratation ne mettent fin à sa vie. L'aube du 25 juin 1716 révéla une scène qui entrait les survivants pour le reste de leur existence. Lorsque les autres esclaves de la plantation commencèrent leur tâche matinale, ils découvrirent 14 corps calcinés disposés en cercle parfait autour de l'immense four à charbon de la cuisine du domaine de Grayfield. Les corps étaient à peine reconnaissables comme humains, réduits à des silhouettes noircies après 18 heures d'exposition à une chaleur extrême. Esperanza de Lima fut retrouvée assise calmement à la table de la cuisine, aiguisant méthodiquement des couteaux de découpe, tout en fredonnant une mélodie que les autres esclaves ne reconnurent pas. Elle ne montrait aucun signe de détresse ni d'épuisement, malgré avoir orchestré et assisté à l'un des actes de vengeance les plus élaborés de l'histoire coloniale américaine. Lorsque les contremaîtres blancs arrivèrent pour enquêter, ils furent confrontés à une scène qui défiait leur compréhension de l'ordre naturel. 14 des hommes les plus puissants de la colonie avaient été tués par une seule femme esclave, qui avait réussi à les neutraliser tous et à leur infliger une forme de torture, dépassant tout ce qu'ils avaient jamais connu. Les implications étaient terrifiantes. Si une seule esclave pouvait accomplir une telle dévastation contre plusieurs propriétaires de plantations, que pourrait-il arriver si les esclaves commençaient à organiser des formes de résistance plus sophistiquées? L'impact psychologique sur la population coloniale blanche fut immédiat et profond. Pour la première fois, ils commencèrent à craindre ceux qu'ils avaient réduits en esclavage. La nouvelle du massacre se répandit dans toute la colonie en quelques jours, portée par des messagers envoyés informer les familles et les associés commerciaux des victimes. Mais les autorités coloniales furent rapidement confrontées à un dilemme majeur quant à la manière de réagir à l'incident. D'un côté, elles devèrent démontrer que toute rébellion servile serait réprimée par des représailles rapides et impitoyables. L'ensemble du système des plantations reposait sur la conviction, inculquée aux esclaves, que toute résistance était vaine et que la domination blanche était absolue et permanente. De l'autre, elles devaient empêcher la diffusion de détails précis concernant les méthodes et le succès d'Esperanza. Si d'autres esclaves apprenaient que 14 propriétaires de plantations pouvaient être éliminés par une seule femme armée uniquement d'intelligence, de patience et de détermination, les conséquences pourraient être catastrophiques pour toute l'économie coloniale. Le gouverneur Robert Johnson convoqua une session d'urgence du Conseil colonial afin de faire face à la crise. Après 3 jours de débats acharnés, une décision fut prise, privilégiant la stabilité politique à la justice publique. Les registres officiels du massacre de Grayfield furent scellés par décret du gouverneur
et enfermés dans les archives de Charleston, avec instruction de ne pas être ouverts avant 50 ans. Les familles des victimes furent informées que leurs proches étaient morts dans un incendie tragique qui avait ravagé la cuisine du domaine de Grayfield lors d'une réunion d'affaires. Aucune mention ne fut faite du rôle d'Esperanza dans leur mort. Esperanza elle-même posa un problème plus complexe. L'exécuter publiquement aurait nécessité d'expliquer ses crimes, ce qui aurait diffusé exactement les informations que le gouvernement colonial cherchait à supprimer. Mais la laisser vivre aurait envoyé le message qu'une rébellion servile pouvait réussir sans conséquence. La solution trouvée fut aussi cruelle que politiquement commode. Esperanza fut condamné à être vendu à un négociant espagnol spécialisé dans l'approvisionnement des mines d'argent d'Amérique du Sud, un sort universellement compris comme une condamnation à mort différée. Les conditions de travail dans les mines espagnoles étaient si brutales que les esclaves y survivaient rarement plus de 2 ans avant de succomber à l'épuisement, aux maladies ou aux accidents. Mais même cette sentence comportait des risques. Si Esperanza survivait assez longtemps pour raconter son histoire à d'autres esclaves, elle pourrait devenir un symbole de résistance réussie, susceptible d'inspirer de nouvelles révoltes. Les autorités coloniales résolurent ce problème en s'assurant qu'Esperanza n'atteindrait jamais les mines espagnoles vivantes. Le 15 juillet 1716, exactement 3 semaines après le massacre de Grayfield, Esperanza de Lima fut chargé à bord d'un navire marchand espagnol appelé Santa Isabella, en partance pour Carthagène. Le capitaine du navire avait reçu des instructions secrètes, lui ordonnant de veiller à ce qu'elle ne survive pas à la traversée, tout en faisant passer sa mort pour accidentelle. La Santa Isabella quitta le port de Charleston à la marée du soir, transportant 43 autres esclaves aux côtés d'Esperanza. Selon le journal de bord officiel du navire, elle mourut de fièvre le 3e jour de la traversée et fut immergée en mer conformément aux usages maritimes. Mais des rumeurs circulaient. Malgré la version officielle consignée dans le journal de bord de la Santa Isabella, des rumeurs commencèrent à circuler presque immédiatement. Certains esclaves survivants du domaine de Grayfield affirmèrent qu'Esperanza avait parlé de plans de secours, d'alliés dans les territoires espagnols, prêts à l'aider à s'échapper si elle survivait à la traversée de l'Atlantique. D'autres murmuraient qu'on l'avait vu converser avec des marins noirs libres dans le port de Charleston, peut-être pour organiser une assistance durant le voyage. Plus troublant encore, plusieurs esclaves rapportèrent qu'au cours de ces dernières semaines au domaine, Esperanza avait enseigné aux autres domestiques des connaissances sur les herbes, sur l'anatomie humaine, sur les faiblesses de leurs maîtres et sur les vulnérabilités structurelles du système des plantations. La justice brûle plus lentement que le charbon, mais elle brûle jusqu'au bout, leur avait-elle dit. Le feu que j'ai allumé se propagera à d'autres cuisines, à d'autres plantations, à d'autres maîtres qui se croient en sécurité. Il fut impossible de déterminer si ces rumeurs contenaient une part de vérité. Les autorités coloniales avaient agi rapidement pour disperser les esclaves survivants du domaine de Grayfield, les vendant à des plantations réparties dans toute la région afin d'empêcher toute coordination de récits ou d'actions. Mais le mal était déjà fait. Dans les mois qui suivirent le massacre de Grayfield, une vague d'agitation parcourut les communautés esclaves de Caroline du Sud. Il n'y eut pas d'autres massacres de masse comparables à l'exécution méthodique des membres du Conseil du Riz par Esperanza, mais les propriétaires de plantations commencèrent à signaler une série sans précédent d'incidents plus modestes, suggérant une résistance coordonnée. Des incendies de cuisine détruisirent plusieurs maisons de plantation dans des circonstances suspectes. Du bétail de valeur mourut mystérieusement après avoir consommé des aliments probablement empoisonnés. Des contremaîtres blancs furent victimes d'accidents inhabituels, précisément au moment où ils étaient les plus vulnérables. Des outils et des armes disparurent des zones de stockage, pour être retrouvés plus tard dans des lieux suggérant une implication servile. Plus inquiétant encore pour les autorités coloniales, les esclaves commencèrent à démontrer une connaissance des habitudes personnelles de leurs maîtres, de leurs arrangements commerciaux et de leurs relations familiales, allant bien au-delà de ce que leurs fonctions auraient dû leur permettre de savoir. C'était comme si un réseau invisible s'était développé à travers tout le système des plantations, avec une circulation d'informations entre des propriétés auparavant isolées les unes des autres. La transformation psychologique fut profonde. Les propriétaires de plantations, autrefois animés d'une confiance arrogante, commencèrent à se déplacer avec des escortes armées et à éviter les routines prévisibles. Les réunions mensuelles, qui constituaient le cœur de la coordination du Conseil du Riz, furent suspendues indéfiniment. Personne ne voulait plus se rassembler en grand nombre
et devenir une cible attrayante pour une vengeance organisée. Certains maîtres commencèrent à modifier leur traitement des esclaves, non par éveil moral, mais par peur pragmatique. Si leurs biens humains étaient capables de la planification sophistiquée et de l'exécution démontrée par Esperanza, maintenir leur loyauté par des conditions légèrement meilleures pouvait représenter un investissement raisonnable pour leur sécurité personnelle. D'autres, en revanche, réagirent par une brutalité accrue, imposant des contrôles plus sévères et des châtiments plus durs, afin de terroriser leurs esclaves et de les soumettre entièrement. Ces plantations connurent à des taux plus élevés de tentatives de fuite, de ralentissement de travail et de accidents mystérieux, suggérant que ces stratégies produisaient l'effet inverse de celui recherché. Le gouvernement colonial répondit par l'adoption de nouvelles lois restreignant les déplacements des esclaves, interdisant les rassemblements de plus de 3 personnes sans supervision blanche, et imposant des peines sévères à tout esclave surpris en possession d'armes ou d'outils pouvant servir d'armes. Mais ces mesures se révélèrent difficiles à faire respecter à travers le système dispersé des plantations et eurent peut-être l'effet inverse, poussant l'organisation de la résistance encore davantage dans la clandestinité. Plus significatif encore, l'histoire d'Esperanza de Lima commença à circuler au-delà des plantations, à travers les réseaux de communautés noires libres, de stations clandestines d'évasion, et parmi des abolitionnistes blancs sympathisants qui commençaient à s'organiser contre l'esclavage. Son nom devint un symbole de résistance, inspirant d'autres actes de rébellion dans les colonies américaines. Les historiens débattrent plus tard pour savoir si le massacre de Greyfield constituait un acte isolé de vengeance individuelle ou le début d'une forme plus systématique de résistance servile ayant contribué à l'effondrement progressif du système des plantations. Les archives coloniales scellées rendaient toute analyse définitive impossible, mais les indices circonstanciels suggéraient que les actions d'Esperanza avaient inspiré des imitations à travers le Sud. En 1739, 23 ans après le massacre de Greyfield, éclata la révolte de Stono en Caroline du Sud, la plus grande insurrection d'esclaves de l'histoire coloniale américaine. Bien que les liens directs avec les actions d'Esperanza ne puissent être prouvés, certains des chefs de la rébellion avaient travaillé sur des plantations liées au réseau original du Conseil du Riz. La révolte fut finalement réprimée, mais elle démontra que l'impact psychologique du massacre de Greyfield ne s'était pas dissipé avec le temps. Les esclaves de toute la région avaient appris que leur maître n'était pas invulnérable, que la planification pouvait triompher du nombre et des armes, et que la résistance pouvait réussir même face à des obstacles apparemment insurmontables. Au fil des années, et alors que la Révolution américaine transformait le paysage politique des colonies, l'histoire d'Esperanza de Lima s'intégra à la tradition orale qui soutenait les communautés esclaves dans leurs heures les plus sombres. Des parents racontaient à leurs enfants l'histoire de la femme qui avait fait payer 14 maîtres pour leurs crimes. Les jeunes esclaves apprenaient que la résistance était possible, que l'intelligence et la patience pouvaient être plus puissantes que la force brute, et que la justice, bien que retardée, finissait toujours par arriver. Lorsque les archives scellées de Charleston furent rouvertes exactement 50 ans plus tard, comme l'avait ordonné le gouverneur Johnson en 1766, les colonies américaines étaient plongées dans les bouleversements politiques qui mèneraient à l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. L'histoire du massacre de Greyfield fut éclipsée par des événements historiques plus vastes, mais elle contribua à une prise de conscience croissante que l'institution de l'esclavage contenait en elle-même les germes de sa propre destruction. Au moment où la Constitution des États-Unis fut ratifiée en 1788, le système des plantations, qui paraissait si permanent et invincible en 1716, montrait déjà des signes de tensions internes qui finiraient par déchirer la nation. L'impact psychologique de la certitude que les esclaves pouvaient s'organiser, planifier et exécuter des actes de résistance sophistiqués avait fondamentalement transformé la relation entre maîtres et esclaves. Les maîtres n'étaient plus confiants dans leur pouvoir absolu. Les esclaves n'étaient plus convaincus de leur impuissance totale. Et dans ce déplacement de l'équilibre psychologique résidait le commencement de la fin de l'esclavage américain. Dans les années qui suivirent le massacre de Greyfield, des murmures de vérité commencèrent à émerger depuis les sources les plus inattendues. Un greffier espagnol, écrivant dans son journal privé lors d'un voyage vers Carthagène à la fin de l'année 1716, consigna une conversation extraordinaire avec une femme lusophone qui avait été transférée secrètement depuis la Santa Isabella lors d'une escale de ravitaillement
à La Havane. Selon son témoignage, cette femme parlait avec une intelligence remarquable du système des plantations en Caroline du Sud, décrivant avec une précision troublante les faiblesses et les vulnérabilités de propriétaires spécifiques à travers toute la colonie. Elle affirmait avoir orchestré ce qu'elle appelait la première leçon, tout en laissant entendre que ce ne serait pas la dernière. Le feu qui a commencé dans une cuisine, aurait-elle déclaré, se répandra dans de nombreuses cuisines. Les leçons que j'ai apprises en observant les maîtres à l'œuvre sont désormais enseignées à de nouveaux élèves. Il ne fut jamais possible de confirmer si cette femme était réellement Esperanza de Lima, mais les archives coloniales de la Floride espagnole commencèrent à documenter l'arrivée d'esclaves fugitifs inhabituellement bien informés, possédant une connaissance détaillée du fonctionnement des plantations dans les territoires britanniques. Ces réfugiés semblaient avoir accès à un réseau de renseignements bien plus vaste que ce que de simples évadés auraient dû connaître. Plus inquiétant encore pour les autorités coloniales, des rapports en provenance des territoires espagnols évoquaient des communautés d'anciens esclaves soutenant activement les tentatives d'évasion et les actions de résistance dans les colonies britanniques. Des lettres interceptées par les autorités contenaient des instructions détaillées sur l'identification de contacts sûrs, l'évitement des patrouilles et l'exploitation des vulnérabilités psychologiques de propriétaires de plantations devenus imprudents dans leur sentiment de sécurité. En 1720, à peine 4 ans après le massacre de Greyfield, le gouvernement colonial dut reconnaître que la résistance servile avait évolué au-delà de simples tentatives de fuite individuelle pour s'approcher d'une forme de guerre organisée. Les propriétaires de plantations de toute la Caroline du Sud rapportèrent des incidents coordonnés suggérant une planification systématique et un échange de renseignements. Des cuisines furent détruites par des incendies dans des circonstances défiant toute explication naturelle. Du bétail de grande valeur mourut mystérieusement après avoir consommé des aliments manifestement empoisonnés. Des contremaîtres blancs périrent dans des accidents fatals précisément au moment où ils étaient les plus isolés et vulnérables. Plus troublant encore, les esclaves démontraient une connaissance des habitudes personnelles, des relations commerciales et des secrets familiaux de leurs maîtres bien au-delà de ce que leurs fonctions auraient dû permettre. C'était comme si un réseau invisible s'était étendu à travers tout le système des plantations, reliant des propriétés autrefois isolées par un flux constant d'informations. La transformation psychologique fut durable. Les propriétaires de plantations, qui circulaient autrefois avec une arrogance désinvolte, se déplacèrent désormais sous escorte armée et évitaient toute routine prévisible. Les rassemblements mensuels, autrefois essentiels à la coordination du Conseil du Riz, furent définitivement abandonnés. Plus personne ne souhaitait offrir une cible tentante à une vengeance organisée. Certains maîtres commencèrent à améliorer légèrement les conditions de vie des esclaves, non par éveil moral, mais par peur. Si les personnes qu'ils avaient réduites en esclavage étaient capables de la planification sophistiquée et de l'exécution méthodique démontrées à Greyfield, alors la clémence minimale devenait une stratégie de survie. D'autres réagirent par une brutalité accrue, imposant des contrôles plus stricts et des punitions plus sévères dans une tentative désespérée d'écraser toute résistance. Ces plantations connurent cependant des taux plus élevés de fuite, de sabotage et d'incidents inexpliqués, suggérant que la terreur produisait l'effet inverse. Avec le temps, l'histoire d'Esperanza de Lima s'inscrivit profondément dans la mémoire collective des communautés asservies. Des parents la murmuraient à leurs enfants comme une vérité dangereuse, mais nécessaire. Les jeunes esclaves apprenaient que leur maître n'était pas invincible, que l'intelligence et la patience pouvaient l'emporter sur la force brute, et que la justice, même différée, pouvait être atteinte. Que Esperanza ait réellement survécu pour poursuivre son œuvre dans les territoires espagnols, ou que ses récits aient été amplifiés par la légende, importait finalement moins que leur effet. Les maîtres n'étaient plus convaincus de leur toute-puissance. Les esclaves n'étaient plus persuadés de leur impuissance absolue, et dans cette fracture de l'ordre psychologique se trouvaient les graines de tout ce qui suivrait. Les réseaux clandestins, les insurrections répétées, les chemins de fuite et, à terme, l'effondrement du système des plantations. La cuisine du domaine de Greyfield demeura inutilisée pendant 66 ans après cette nuit de jugement. Le bâtiment tomba lentement en ruine, les propriétaires successifs étant incapables de trouver des esclaves acceptant d'y travailler. Les gens refusaient d'entrer dans la pièce où Esperanza avait démontré ce qui arrivait aux maîtres qui poussaient leurs semblables au-delà des limites de l'endurance humaine. Finalement, la structure fut démolie et la terre rendue à l'état sauvage. Mais la leçon demeura.
transmise de génération en génération parmi ceux qui savaient que traiter des êtres humains comme une propriété comportait un risque mortel. La propriété peut penser, la propriété peut planifier, la propriété peut se souvenir. Et parfois, lorsqu'on la pousse au-delà de toute endurance humaine, la propriété riposte. La justice brûle plus lentement que le charbon, mais elle brûle jusqu'au bout.